Get ready. Loading Piranha. Piranha has been installed. Good luck. Come on. Et salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode de notre mini-série Piranha, épisode 2. Et voilà, nous sommes de retour pour discuter du deuxième volume de Piranha avec une histoire que vous allez voir de Steve Jackson. Et puis, ça nous fait plaisir, hein, comme on a prévu. Voilà, c'est des épisodes qui sont... Enfin, le premier était assez long quand même, on va l'avouer. Hein. Mais voilà, dorénavant, ça va être beaucoup plus court. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver, de discuter tout ça. Toujours à mes côtés, comme d'habitude. Salut Fred. Salut Xav, salut Fabien, et puis salut les auditeurs comme d'habitude, et j'espère que vous nous retrouvez avec plaisir pour cette mini-série qui est une première pour nous, et qu'on parle d'un magazine très connu, vous le savez, Piranha, et Fabien, toi c'est ta petite découverte, c'est grâce à toi qu'on parle de ce magazine. Oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait, je suis vraiment attaché à ce magazine, donc c'est une partie de mon adolescence, quoi, et puis c'est vrai que c'est des livres sympas, même si c'est pas très accessible, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Bon, en tout cas, je suis content de faire découvrir Piranha aux auditeurs, et puis j'espère qu'ils auront envie de jouer aussi aux aventures. Hein. C'est jamais, hein. Surtout que les Piranhas, bon, même s'ils coûtent un peu cher, ils sont trouvables facilement sur Internet. Voilà. Ah oui, justement, Fabien, c'est clair que tu nous as créé un énorme dossier là-dessus. Tu connais très bien, on peut dire que t'es un fan de Piranha, si je me trompe pas. Ah ouais, j'aime bien. Donc, à l'époque, il est modeste. T'es super modeste parce que je sais que t'es un mordu de Piranha, quoi. Bah, disons que j'y tiens un peu parce que c'est vrai que c'est des magazines assez rares. Bon, même si on peut les trouver, mais c'est vrai que j'y tiens et tout. J'essaie de pas les abîmer parce que c'est quand même pas des livres cartonnés. Hein. C'est vraiment du papier, quoi. Comme un journal, quoi. Bon, en plus, c'est pas du papier de très bonne qualité, donc faut vraiment faire attention, quoi. Pas les laisser l'exposer à la lumière, en tout cas. Et aussi à l'abri de mes chats, voilà. Principalement, Là, t'imagines, tu retrouves ta collection toute grattée. Oh ah bah, ils m'ont déjà abîmé certaines choses, hein, mais... Oh là 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 là, ah ceux-là. Bah ouais, ça me fait penser quand tu me dis la façon dont c'est fait Piranha, ce qui est bien au moins, c'est qu'il y a une colonne avec de la colle, je veux dire, c'est... Techniquement, je m'y connais pas trop dans les termes, mais c'est bien constitué, alors, c'est quand même... Ils sont très solides. Alors moi j'ai déjà acheté donc des livres d'Oswald le Héros, donc la première édition par exemple, les pages d'école, tout ça. Mais là, Piranha, pourtant les magazines, ils datent de vraiment des années 86 quoi, 87, et ça ne bouge pas, hein, ça ne bouge pas. Ça, la colle tient vraiment. Et ce qu'on remarque après, ce qui est très très différent, j'en parlais dans le premier épisode, les gars, mais de Warlock, le magazine des livres dans le héros britannique, là par contre, alors la colonne, il y en a même pas, c'est de l'agrafe. Donc c'est vraiment double page imprimée longue, avec hop, on empile tout, puis on met 2 agrafes, je crois, au total, ou 3, et c'est tout. Alors, ça tient pas la route, hein. Absolument pas. Hein. J'en ai 3 dans la collection, et il y en a une, la couverture laisse tomber, elle est déchirée au milieu, à cause de la pliure. À force d'ouvrir et de fermer, bah t'abîmes le papier, quoi, donc ça tient pas. Et je trouve que Piranha, quand même, ça va, ça tient un coup, Fabien, quand même, ça tient le coup. Oui. C'est qu'on appelle ça des dos carrés collés, en fait. Donc c'est vraiment... Dos carrés collés, ouais. Voilà, et vraiment la colle, ils ont vraiment pris une très bonne colle. Hein. Donc franchement, c'est fait pour durer. C'est fait pour durer, ouais. Ça fait une bonne collection. Alors je vous propose, les gars, allons-y tout de suite, sautons dans Piranha 2, voilà, qui est sorti en janvier 1986. Les 12 secrets du sorcier. Et donc, qui est notre écrivain de cette grande histoire principale de Piranha 2 ? Eh ben, nul autre que Steve Jackson. Alors les gars, je crois que vous êtes d'accord, hein, et qui ne connaît pas Steve Jackson sur ce podcast, hein ? C'est un peu, pour certains d'entre nous, c'est un peu le premier écrivain des livres-jeux qu'on ait jamais lu, hein ? Ah oui, moi c'est un de mes premiers, lui et Dave Morris. Dave Morris, ouais. Écoute, voilà, donc Steve Jackson, qu'est-ce qui se passe ? Bah, en 85, voilà, il avait 34 ans, et il écrit Les 12 secrets du sorcier, donc son titre original qui est The Tasks of Tantalon. Et il écrit cette histoire 2 ans après Le Sorcier de la Montagne de Feu, donc on voit que Steve Jackson, c'est un petit peu, ça fait partie de ses débuts en fait. Les 2 premières années, voilà, une très grande histoire, et c'est écrit très différemment de ce qu'il fait juste après. Très très différent. Donc voilà, cette série, elle est sortie dans une collection
de 6 qui sont nommés les Fantasy Quest Books, et l'édition version format album qui est sortie en mai en 1986 en France. Alors, c'est pour expliquer un petit peu les gars, avant qu'on rentre dedans, qu'est-ce que c'est ce type de jeu? Alors ça ressemble beaucoup à la pierre de sang, ce sont des jeux de puzzles visuels graphiques. Si je me trompe pas, non, on pourrait dire comme ça? Ah oui, tout à fait. Ouais. Énigme graphique, énigme un peu mathématique aussi à la fin. Mais en fait, moi ce qui m'intrigue, donc en fait là c'était le premier d'une série de 6. Et pourquoi donc ils ont pas fait la continuité Piranha en achetant les 5 autres? C'est que c'était trop cher. Ouais, je me demande si... Ouais. Ou peut-être la saga elle est arrivée plus tard et là elle était toujours en création, comme l'œuvre est sortie en 85 et là c'est Piranha 86, peut-être que ça ils étaient pas toutes sorties, je me dis. Ils ont tous été reliés en album en mai 86 en France, donc tu vois c'était là. Ah ouais. Donc ils auraient pu. C'est peut-être ça, il y a peut-être un conflit avec l'éditeur qui a sorti l'album relié, je sais pas. Mais ça aurait été intéressant parce que c'était. Moi j'aime bien, je trouve vraiment c'est une bonne idée les énigmes visuelles. Puis là les dessins sont de toute beauté comme on dit. Et puis, justement, on va en parler davantage parce que là, c'est magnifique. Hein. Il y a toujours ce qu'on retrouve dans le premier Piranha, c'est que ces aventures visuelles, en effet, visuellement, elles sont impressionnantes. Et là, je trouve encore plus. Moi, j'ai un petit attachement un petit peu plus pour celui-ci parce que nul autre qu'un très grand illustrateur qui est derrière tout ça, Fred. Oui, vous savez, nous, dans le podcast de Cléo, on aime bien parler des illustrateurs, donc on va pas changer. Hein. Donc là, on parle de qui? Celui qui nous a fait ses beaux dessins, c'est Stephen Lavis. Il y a souvent des Stephen dans les podcasts aussi, hein, faut croire. Donc Stephen Lavis, c'est un Anglais, encore une fois, qui a beaucoup travaillé dans l'illustration des livres pour la jeunesse dans les années 80. Bon, il s'est fait une certaine renommée, donc il a travaillé aussi bien pour Le Monde de Narnia ou The Future King, qui parle un peu des aventures de Merlin. Donc Stephen est né en 57, il a 28 ans quand il travaille sur le livre de Steve Jackson dont on parle, The Task of Stone Talon, et donc ce sera son seul travail avec Steve Jackson. Et en fait, la petite anecdote fait que c'est vrai que les 12 secrets du sorcier, donc on a une image du sorcier avec son chapeau bleu avec les étoiles, et en fait c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à un Père Noël. Donc c'est pas Gandalf, c'est vraiment le Père Noël. On lui a fait un petit peu cette réflexion-là. Et donc en fait après les livres jeunesse, il s'est tourné vers la publicité pour changer complètement de carrière de voix dans les années 2000. Donc vous voyez, pas mal de temps après. Et maintenant en fait il semblerait qu'il soit plutôt artiste peintre. Il travaille à l'huile. Et Fabien, t'as été gentil, nous a fait une illustration de ses travaux. Moi, je préférais qu'il travaillait pour les éditions jeunesse, perso. C'est pas le même genre, hein, effectivement. Ah non, c'est parce qu'il faisait des dessins assez détaillés, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de détails dans ses dessins. Et puis là, il fait des toutes planches minimalistes, quoi. Donc après, c'est épuré, quoi. C'est peut-être lui qui veut simplifier son trait. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus visuel, dans ses travaux jeunesse, quoi. Sa complexité visuelle de ses œuvres, hein, que ça soit surtout par exemple, le tissu des mages ou des sorciers, l'effet en fait de présence atmosphérique, que ça soit le vent, le froid, la brume, est très très bien représenté dans ses illustrations. Il y a une puissance très forte. Il y a ce côté. En fait, chacune de ces illustrations fait couverture de livres tellement qu'elles sont impressionnantes et composées de tellement d'éléments. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de détails dans ces dessins, c'est vrai. C'est impressionnant. Et donc le traducteur ou la traductrice ici, Fabien? Et c'est Sandy Flanders. Alors Sandy parce que ça peut être aussi bien masculin que féminin, donc je sais pas. Donc franchement c'est une énigme. Donc j'ai essayé de chercher sur internet, j'ai rien trouvé, donc je sais rien sur lui ou sur elle. Donc moi je pense que c'est un pseudonyme, donc parce que ça arrive souvent dans le monde de l'édition que des auteurs connus ne veulent pas dire qu'ils font de la traduction, donc enfin bref, je ne sais pas. Donc en tout cas, Piranha proposera en plus du jeu donc une carte de l'aventure du royaume donc de Galantaria, et la carte sera effectivement traduite, et en plus on trouvera sur la carte on trouvera le portrait dessiné de Steve Jackson. Ah oui, dans la cartouche. Voilà, dans la cartouche, voilà, on le voit, voilà, tout à fait, on le voit dans un coin, voilà. Et le design de la cartouche est fait qu'on dirait que Steve Jackson lui pousse de très grands cerfs et qu'il entoure le titre de la carte. Oui, tout à fait. Et puis pour parler justement du synopsis, les gars, alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc, grande aventure, épique, Sword and Sorcery, Heroic Fantasy. La guerre des 4 royaumes est enfin finie. Voilà, donc tant de morts inutiles, tout ça pour rien. Stone Talon est un maître sorcier, c'est le sage de Galantaria, et c'est lui qui a réussi à faire signer le traité de paix avec les 3 autres seigneurs survivants dans les 3 autres royaumes.
Et ce qui se passe en fait, c'est par rapport à la royauté du pays, donc surtout du côté de Galantria, c'est que le roi et son époux furent massacrés, donc comme ils n'avaient pas de linéage d'enfants, la tâche fut justement donnée au sorcier Tantalon qui devait prendre la gouvernance de Galantria. Mais bon, le sorcier savait que la paix ne durerait pas entre les 4 royaumes. Voilà, l'esprit de revanche commençait déjà à faire surface. Tantalon, c'est aussi un vieux mage. Il a beaucoup de choses déjà dans en prépa, en train de faire plein de choses. Il est très occupé. Pour lui, gérer le royaume, c'est peut-être pas sa meilleure tâche, ni il sait pas vraiment comment s'y prendre. Donc il y a aussi une autre chose qui se passe pendant cette guerre, c'est qu'on avait enlevé le cristal de suprématie, c'est un fameux héritage du royaume, qui était désormais en la possession d'un horrible minotaure qui se cache dans un labyrinthe. Donc sans compter que l'hiver arrive, la famine guette les paysans, et c'est pas fini les gars, il y a encore de la merde qui arrive dans ce royaume. Il y a un énorme poisson diable qui vit dans les eaux, et qui détruit tous les bateaux de pêche du royaume. Donc déjà un hiver rude se prépare, il n'y a pas de poisson donc pas de bouffe qui arrive, il y a un minotaure qui a volé l'anneau tout-puissant, et le roi et la reine n'ont pas de môme pour faire une descendance, un linéage. C'est un peu la merde. Et tu sais quoi, je vais rajouter une couche en plus. Qu'est-ce qui se passe ? Leur fameux fleuve Andil risque bientôt de déborder et d'inonder tous les champs de blé. Voilà. Donc on sent que, bizarrement, il y a 12 travaux qui ressemblent à 12 autres travaux très connus dans l'histoire. Et Fred, c'est pas tout, il manque encore, parmi ces travaux, qu'est-ce qu'il y a comme grande bête ? Oui, qui dit Heroic Fantasy des dragons, donc il y a le dragon de soufre qui vit dans la montagne, qui pille également toutes les provisions des paysans, donc il faudra faire un tour. Et encore d'autres problèmes bien graves. Donc en fait, Tantalon, il croule sous la merde, il a bien fait d'être élu par ses pairs, il est très content. Et donc il a besoin d'aide, Tantalon, donc les chevaliers c'est pas assez pour lui, ils sont pas assez nombreux. Donc il lance un défi en fait. Donc vous avez vu tous les problèmes qu'il y a dans le royaume, et il s'est dit tiens, si quelqu'un réussira à résoudre ces 12 problèmes, et en fait il sera récompensé pour faire partie des chevaliers des royaumes de Galantaria. Donc nous fiers comme un pont, on se lance dans l'aventure. Et comme on vous le disait, là les règles c'est très simple, il n'y a pas de paragraphe à choix multiples, c'est juste des énigmes visuelles. Donc en fait on a un texte explicatif, sachant qu'en fait les énigmes elles reposent toujours sur des mécanismes différents. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir 12 épreuves vraiment différentes. C'est pas comme dans le livre d'avant où il fallait juste les mettre dans l'ordre. Là c'est chaque dessin est une énigme différente. Et c'est vrai que le principe est très intéressant. Et donc quand on trouve la solution, on doit passer au casse-tête suivant. Sachant qu'en fait la réponse ce sera toujours une réponse chiffrée, la réponse avec un nombre. Et en fait, sûrement, il faudra additionner les nombres les réponses chiffrées des 12 travaux pour en faire un chiffre final. En fait, on vous dira, parce qu'en fait, au-dessus de chaque page, il y a aussi des colonnes, des espèces d'encarts qui font le dessin. Et souvent, c'est sur des cubes, souvent, et en fait, il y a des chiffres qui sont marqués dessus. Donc, il y a des chiffres des cubes différents. Et donc, en fait, tout ce que vous voyez dans ce livre, rien n'est au hasard, même le texte que vous alliez au départ, et le nom des gens, et les descriptions physiques qu'on vous a fait d'eux. Donc là, on vous a abrégé tout ça. Mais en fait, c'est vraiment un puzzle géant qui fait appel à différentes techniques pour vous aider à résoudre les énigmes. Donc en fait, c'est ça. Donc faut raisonner et chiffrer. Donc un peu les 12 travaux d'Hercule et surtout les 12 cachets d'aspirine, quoi. Parce que c'est plutôt difficile et tordu. Sachant qu'en fait, en plus, on disait comme dans l'épisode précédent, c'est assez frustrant parce qu'il n'y a pas de solution. Donc en fait, si vous n'avez pas trouvé, vous restez dans votre frustration. Et sachant que c'était un lectorat qui était très jeune, 12-16 ans, vous le rappelle, c'est pas là où on est plutôt mauvais perdant à cette époque, quoi. Ouais. Puis franchement, t'imagines quoi, de nombreux joueurs qui sont bien frustrés, hein. Puis l'éditeur Games Workshop qui éditera une brochure toute rouge, en édition limitée évidemment, qui est payante, hein, qui donne l'intégralité des solutions de chaque énigme. Tu te rends compte, c'est abusé quand même. Bah ouais, mais de toute façon Games Workshop, franchement, des fois c'est un peu une usine Afrique, faut l'avouer, quoi. Et là, ouais. Et voilà, donc 2 ans après, l'apparition du livre, 2 ans quand même, voilà. Et encore plus frustration, encore une fois, décidément, de Piranha, c'est qu'ils ne publieront pas les solutions, voilà, ça n'a jamais été apparu. Alors Fabien, toi tu nous as trouvé les solutions, on peut les trouver en ligne. On peut les trouver en ligne, heureusement, parce que franchement, je sais pas comment on pourrait faire sinon. Donc, parce que. Et c'était sur quel site web ? C'était chez Planète, non ? Tout à fait, ouais. Heureusement que ce site-là il est très bien et franchement, bravo à eux. Je sais pas comment ils ont réussi à trouver les solutions, mais bravo en tout cas.
Bah, je crois Ouais, que c'est donc- c'est un mec du forum qui a donné sa solution, mais il dit lui qu'il a galéré 10 ans. Donc c'est sûr qu'il a dû se prendre la tête, mais franchement, il est tordu ce truc. Hein. Très tordu, ouais. Et franchement, merci à lui, hein. Le poster, les gars, je crois qu'on peut lui rendre hommage, non? Fred, en plus, il a le nom parfait. Ouais, en plus, c'est sympa, il s'appelle pardon. Ça commence bien. Il s'appelle comment? Et en plus, il s'appelle Matt Martigan, donc Willow Forever, quoi, vous aurez reconnu. Donc non, Mec, c'est t'as pas ouais, le droit de couper tout ça au montage. Hein. Je veux pas savoir. ça, ce que tu viens de dire, si là. Bon, bref. Et ouais, donc merci à lui. Et moi, j'ai eu quelques surprises, parce que moi, je les ai faites, les 12 épreuves. Je pensais avoir trouvé des bonnes solutions qui n'en étaient pas. Donc voilà, on pourra peut-être comparer. Donc c'était quoi déjà les 12 épreuves? Allez, Fabien. Ah oui, il y en a un paquet. Bah attendez. Tu t'es pris la tête là. Ouais, mais attends, avant qu'on se dedans, juste pour voir, parce que moi, la pierre de sang, comme vous avez vu, moi, j'ai bien aimé, mais à mi-chemin, j'ai quand même eu du mal, hein, je suis pas allé jusqu'au bout, c'était un peu trop difficile, mais là, j'étais à fond dans les 12 épreuves, hein, j'étais vraiment, comment dire, dans l'histoire. En plus, je lisais ça la nuit, et Fabien, merci encore pour le volume, hein, parce que là, je l'avais en physique, et elles sont magnifiques. Alors, je me suis fait un petit verre de scotch, de glaçons, je me suis posé, j'ai mis du Pink Floyd en arrière-plan, et j'étais à fond dans l'aventure de Tantalon, quoi. C'était vraiment une superbe expérience que je crois que je suis resté dessus 3-4 heures environ, quoi. C'était chouette. Et puis, ouais, je voulais vous demander, justement, les gars, c'était quoi comme expérience, Fabien, toi? Oh bah pour moi j'ai un pont de dire, hein, mais j'ai vraiment passé très peu de temps. Ça me prenait vraiment la tête et je regardais beaucoup les illustrations et après je lisais un peu le texte, j'ai dit oh c'est pas pour moi et puis voilà. Donc je suis honteux non, y a pas à avoir honte. Je pense que les auditeurs doivent savoir, c'est toi tu connais bien l'histoire et l'analogie en fait de Piranha, du magazine lui-même, mais après je crois que c'est Fred et moi qui sommes lancés dans les épreuves. Ouais, c'est un peu ça. Je me suis levé un matin, j'ai pris mon café, j'ai commencé à regarder. Et puis, je dis, tiens, je vais en faire une, je vais en faire deux. En fait, je les ai toutes faites d'affilée, donc sur peut-être 2h30, 3h, 4h, pareil. Et j'ai pas lâché le truc. Génial. Et voilà, puis après, j'étais pas sûr de mes résultats, j'ai commencé à... De toute façon, bref, on en parlera plus tard, mais non, je savais qu'après, je pourrais pas aller plus loin, parce que Fabien nous avait un peu vendu la mèche d'une partie de l'énigme, on va dire. Et donc, je savais que, de toute façon, je pourrais pas aller plus loin, mais rien que d'avoir la solution aux 12 travaux, c'était intéressant à faire, quoi. Et puis merci à Matt Martigan, hein, pour la soluce. J'ai appris ça 2-3 jours après, je suis allé voir. Et mon Dieu, je me suis rendu compte que j'ai même pas réussi un tiers, quoi. Que j'avais les plupart qui étaient faux. J'ai pas cru, je me suis dit, mon Dieu, mais comment c'est possible? Et qu'est-ce que je voulais dire, les gars? Est-ce qu'on devrait aller à un Games Workshop en Angleterre, à Londres, et on va à la caisse, on leur dit, hello, we would like the solution to the 12 tasks of Tantalon? Ouais, je pense que je ferai la traduction pour toi, Fabien, quand on sera là-bas. On cherche le magazine de solutions. On a $20 sur nous. C'était quoi? C'était combien? Merde. Oh, il devait pas coûter bien cher, mais je pense pas qu'il l'édite encore. Hein, donc, Ah bah, non, sans blague. De toute façon, le mec il aura 20 ans, la caisse, il saura même pas ce que c'est de quoi. Steve Jackson, Steve Jackson, C'est who is that? Who is this guy? Attends, tu bosses au Games Workshop et tu me dis c'est qui ce mec? Putain. Et puis tu vas lui dire après, je suis sûr que tu vas lui dire. Et puis vous savez pas qui c'est, John Blanche, il va te dire John qui? Je pense que John Blanche, il fait encore des dessins d'hiver, donc. Attends, non, mais je suis sûr, pour vouloir travailler au Games Workshop, faut être fan quand même, hein. Je doute fort que t'es quelqu'un là-dedans, et si tu l'interviews derrière la caisse, tu dis, vous pensez quoi de Warhammer 40 000? Il fait, je suis là pour le chèque, moi je m'en tape. Je doute fort que c'est quand même un public assez spécifique, hein. Je veux dire, t'es payé pour apprendre aux gens à jouer à Warhammer, c'est génial. T'es payé en jeu, on l'a appris. T'es payé en jeu, ouais. Enfin, t'es payé pour jouer aussi, ce qui est assez cool, c'est sympa. Putain, j'aimerais bien entendre parler, si on a des auditeurs qui travaillent dans le Games Workshop, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de comment c'est de travailler dans cet univers, dans cette entreprise? Je serais bien curieux, moi, je dirais bien de savoir un petit peu. Bon, sans plus attendre, les gars, je passe un petit jingle, et puis on saute dans les 12 épreuves. Pam, palala. Fred, les guitares quoi, déjà? Les guitares quoi? La pédale wah-wah. Good luck. Fabien, parle-nous un petit peu, commence à nous parler un petit peu de ces 12 épreuves de Tantalon. Ah, moi, je les ai appelées les 12 migraines, hein, donc... Franchement, je sais pas, je comprends pas. Steve Jackson, est-ce qu'il se rendait compte à qui était destiné ce livre, hein, parce que franchement... Enfin bref,
Donc, Alors, oublie pas que là c'est Piranha par contre. Hein. Steve Jackson, quand il a prévu ce livre, c'était plus pour, j'imagine, les ados et les adultes que les petits enfants. Hein. Et Piranha, par contre, c'est une autre histoire. D'où le fait que ça soit dans Piranha. On voit que Piranha, ils savent pas trop. Enfin, ils ont du mal à cibler leur public, quoi. Je pense que l'équipe de Piranha, ils ont jamais joué à ces épreuves-là, en tout cas. Je pense, m'étonnerait. Hein, donc, Les mecs de Télérama, ils sont venus, ils font, hey, regardez ce que j'ai trouvé, c'est vachement beau. Tiens, on fout ça dans le prochain numéro. Oui, voilà. Et puis à la fin, pendant qu'ils sont en train de regarder les presses, en train d'imprimer, il y en a un qui glisse dans l'oreille de l'autre. Psst, hey, tu les as fait le jeu là? Tu sais si c'est dur ou pas? Non, je sais pas, trop tard, hein, ça imprime. En fait, c'est peut-être pour ça qu'ils donnaient pas les réponses, parce qu'ils les avaient pas eux-mêmes, hein, tu sais, donc comme tu sais, hein. Ou pareil, ils sont en train de regarder les impressions, et il y a le patron qui arrive et hey les gars, pourquoi la page de règles elle est pas imprimée? Puis ils se regardent tous, oh merde, on a oublié d'imprimer la page. Donc voilà, il n'y a plus rien, quoi. T'es obligé de te taper les 2 épreuves sans solus. Après, tu me diras, après la pierre de sang, on prend l'habitude, hein. Frustration, double frustration. Voilà. Double frustration. Wait, what? Non, je connais ça. Ouais. Tu m'as fait un petit irréguliable, là. Double castration. Fabien, parle-nous de l'épreuve du chevalier grisétable. Grisétable, oui, voilà, c'est bizarre comme nom. Hein. Eh ben. Donc, en fait, c'est un pauvre chevalier. Le pauvre, il est capturé. Donc, il a été capturé par des pirates et il est attaché dans une salle de torture. En fait, son corps, il est suspendu donc par un système de poulies. Et il faut faire très attention parce que si on actionne le mauvais levier, le pauvre chevalier va tomber dans le feu. Donc, alors, il faut placer le levier donc correctement pour éviter qu'il tombe. Alors, est-ce que vous avez réussi à cette épreuve? Ouais, pour parler juste un peu plus de comment on la résout, cette épreuve, c'est tout un mécanisme de rouage et d'élastique et de, comment dire, ce qu'il faut faire en fait, c'est suivre le sens contraire ou le sens des aigus du monte ou les rouages et des élastiques qui se font tirer entre eux, un système de poulies. Et en fait, voilà, vous avez une manivelle au début de la page qui, vous voyez, soit on la tourne à droite ou soit on la tourne à gauche. Alors, Fabien et Fred, ça vous rappelle pas un petit peu la cité de Carré, si, là? La main dans la guillotine? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'était chouette quand on voit que Steve Jackson... en fait, j'ai l'impression que... Tu vois, la guillotine de Carré, c'était un petit peu son premier essai, et puis là, c'est son magnum opus de ce type de puzzle. Mais ouais, mais en fait, moi, j'ai même pas regardé les poulies, parce que je trouvais qu'en fait, on n'arrivait pas trop à voir... En fait, je les vois, maintenant, je comprends, ouais. En fait, il vaut mieux partir du pendu que de partir de la feuille ou de l'explication de texte. Comme d'habitude, ouais. Ouais, il faut, quand on est dans des labyrinthes et tout, autant partir de la fin pour arriver au début, ouais, c'est beaucoup plus facile. Alors, voilà, donc on tourne la manivelle, Fabien, soit de gauche ou à droite, ouais, hein. Donc, si on la tourne à gauche, il y a le numéro 5, et si on la tourne à droite, il y a le numéro 1. Voilà. Donc, t'as tourné sur... Toi, t'as abandonné? Tu l'as fait ou pas l'épreuve? Alors, je l'ai fait, mais comme c'est du pile ou face, c'était pas trop dur. Alors, moi, j'avais pris le 5. Le à gauche. Pareil, 5. Pareil. Ouais. Donc, moi j'ai fait que de la logique, j'ai même pas compté les poulies, ça s'est révélé bon, donc là c'était plutôt de la chance en fait. Donc. Ouais, j'ai utilisé 4 termes en fait, moi, pour résoudre la... Ah, t'as fait chance. Moi, j'ai utilisé 4 termes. J'ai utilisé aigu du montre, contraire aigu du montre, en avant ou en arrière. Donc en avant, en arrière pour les élastiques, et tout ce qui était circulaire, voilà, les centres aiguilles. Donc de toute façon, quand c'est deux engrenages qui se touchent, bah, si l'autre est dans le sens des aigus du montre, bah, celui qui est accroché va aller dans l'autre sens, bien sûr. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire l'enquête. Je faisais 1, 2, A, B, C, D, boop, 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 boop. J'arrive à la fin, et voilà. Ce qui m'a un petit peu... À la fin, en fait, les gars, il y a un nouveau type de puzzle visuel qui s'approche. Hein. Avant la manivelle, en fait, c'est un système de poids. Oui. Voilà, et c'est le petit truc qui m'a pris un tout petit peu plus de temps à piger, mais bon... Après, ouais, je crois qu'on l'a tout bon, celui-là. Et puis ça nous amène à l'épreuve du poisson diable. Alors fuck, moi j'ai même pas envie d'en parler, malgré que c'est une magnifique illustration, mais mon dieu, le puzzle était balèze. Tu sais quoi, Fred, c'est à toi. Oui, donc c'est un peu tordu en fait, donc il y a toute une... Le poisson diable, en fait, il a un appât et en fait on peut juste le pêcher avec un autre poisson, qui est une espèce de poisson rouge avec des gros yeux. Donc en fait le délire, c'est que par rapport au dessin, donc c'est comme une espèce de nature morte avec plein de poissons dans tous les sens. Et en fin de compte, il y a toujours une relation entre eux, c'est-à-dire que s'ils se bouffent, vous voyez un des poissons bouffer l'autre. Voilà, ça c'est le principe. Et donc le but, c'est de remonter la chaîne alimentaire du poisson tigre, c'est ça, jusqu'à sa proie, qui elle-même se nourrit d'une proie, qui se nourrit d'une proie, se nourrit d'une proie. Et en fait, il faut trouver la proie initiale, la proie de toutes les proies. Et celle-ci, en fait, elle coûte un certain nombre de pièces. Et quand vous avez il y a plusieurs propositions qui nous disent, bah,
un petit poisson c'est 7 pièces, un moucheron c'est 6 pièces, un crustacé c'est 4 pièces, et donc par rapport à la chaîne alimentaire que vous aurez trouvé, vous indiquerez un nombre de pièces que coûte l'appât. Donc là c'est vrai que c'est encore une fois c'est assez tordu. Donc là on voit bien donc le poisson tigre qui bouffe son poisson rouge. Donc le poisson rouge on le retrouve. Et après ce qui peut un peu être trompeur, c'est qu'en fait il y a des différences d'échelle, parce qu'il y a des poissons qui apparaissent plusieurs fois dans le dessin, voilà, qui sont pas représentés à la même échelle. Donc en fait c'est un sacré piège. Ouais, faut être très observateur. Puis aussi des fois quand les poissons ils bouffent sur leur proie, en fait le poisson on le voit pas en entier, on voit juste un truc qui dépasse. Donc faut discerner exactement ce qui se passe. Donc en fait c'est encore plus tordu, parce que même si vous faites la chaîne avec les poissons, donc le poisson rouge on le voit, il bouffe un poisson bleu, ce poisson bleu on le retrouve, il bouffe un autre poisson noir qui bouffe un autre poisson qui bouffe un petit poisson, ce même petit poisson il bouffe en fait ça se termine sur une espèce de fanion qui est porté par un manchot en armure. Et dedans, donc là c'est un dessin dans le dessin, parce qu'en fait sur le fanion il y a une représentation, et donc c'est la chaîne finale, c'est ce petit poisson qui bouffe un moucheron. Donc en gros, le piège. Donc oui, en fait il y a des pièges partout. Mais déjà en fait pour comprendre ça, c'est pas spontané, ça vous demande déjà un peu de réflexion. Mais quand vous avez compris, oui, que c'est une espèce de chaîne alimentaire où tout est lié. Et après, bien sûr, il y a que des choses trappes, parce qu'il y a plein d'animaux qui sont très beaux, qui font plein d'interactions, mais en fait, qui n'ont aucune utilité. Donc voilà, c'est à vous de suivre la logique. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une vraie énigme visuelle et qui reste très sympa et très belle, parce que la nature morte est super bien faite, quoi. Et puis ça nous amène donc à la troisième épreuve, qui est peut-être une de mes petites préférées, hein. J'aime beaucoup celle-ci, donc c'est capturer la furie. Qu'est-ce qui se passe? On se rend dans un village pour retrouver une sorcière qui nous glisse entre les mains, il fallait la capturer, et cette sorcière elle utilise un sort de multiplication sur elle-même, donc c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu encore une fois l'univers de Steve Jackson de sorcellerie, le fameux sort qu'on a aussi, Six, c'est ça, nous on peut se dupliquer plusieurs fois. Ah oui, exact, j'ai pas pensé. Ouais. Et donc voilà, donc une belle illustration. On est sur un chemin de route d'une cité médiévale en bord de côte, avec plein de habitants. Il y a un chevalier sur sa monture, il y a des passants, il y a plein d'habitants et tout. On voit que c'est une belle image, une belle composition. Et voilà, à travers, on voit donc la sorcière qui est multipliée plusieurs fois de suite. Et donc il faut compter combien de fois on la voit. Alors il y a 2 pièges les gars là-dedans, et Fred tu m'en as aidé sur un. Le premier piège c'est l'épreuve qui n'est pas un piège, c'est de compter combien de fois on voit la sorcière. Donc là il y a son visage, il faut juste le remarquer. Le premier piège en fait c'est que dans chaque coin de la composition, il y a donc des petites fenêtres avec la sorcière qui a une expression différente dans chacune, mais à cause de l'effet de perspective ou plus l'effet de comprendre la composition, ces images sont séparées et font plus une pièce graphique au puzzle. Donc on ne sait pas s'il faut compter ces sorcières-là ou pas. Il faut les compter. Ça fait plus enluminure, et en fait, il faut les compter. Parce qu'il dit combien il y a de sorcières dans l'image, mais il te dit l'image en entier, pas forcément... C'est toute l'image qui compte. C'est ça, c'est un petit piège. Et le dernier piège, alors le deuxième piège, le dernier, c'est qu'il y a un raven, un corbeau en fait, qui est tenu par 2 mains, mais on voit pas le visage qui le tient, mais on peut voir qu'il y a une bague sur cette main, et c'est la bague qui se trouve sur l'une des mains de la sorcière. Donc en fait, c'est bien la sorcière qui tient ce corbeau dans ses mains. Ouais. Donc c'est un très beau piège visuel, très très bien fait. Donc une belle aventure, une belle étape de l'aventure avec un piège, un puzzle visuel qui est assez intéressant. Comme quoi, si on se dit, c'est facile, il suffit de voir combien de fois elle est dedans, il y a son visage dans une fenêtre au fond, là on la voit, elle ressemble à un paysan, mais c'est elle. Mais le fait qu'il dessine que les mains qui tiennent un corbeau, je trouvais ça assez beau, quoi. Surtout le corbeau, une représentation emblématique des sorcières dans n'importe quelle pièce ou œuvre, que ça soit international dans le monde. C'était un bel objet, quoi. Non, c'est vrai que c'est très tordu, même les petites sorcières, dans les fenêtres on les voit au loin et tout, donc c'est vraiment... en tout cas le dessin est vraiment très très beau, et moi franchement j'ai vraiment passé du temps à le regarder, même sans compter les sorcières, c'était vraiment un plaisir de voir toutes ces bobines, toutes ces tronches là, c'est incroyable. Ouais, bien dit. Ouais. Et tiens, en parlant de tordu, mais là on va aller plus dans de l'amusement total, Enfin je sais que ça nous a bien plu. Fabien, est-ce que tu as réussi la 4e épreuve? La 4e épreuve, en fait, c'est le fleuve Andil qui va déborder. Donc, en fait, on doit fermer des vannes.
Donc chaque vanne est reliée il y a plein de tuyaux, il faut fermer, il y a 8 vannes en tout, et il faut en fermer 3. Donc il faut faire attention, donc pas se tromper. Moi je vous avoue que c'était trop dur pour moi. Je suis désolé, mais j'ai pas réussi à le faire. Hein. Pourtant j'ai essayé, hein. Franchement j'ai essayé. Hein, mais, bon. Et vous ça a été magnifique. Ouais, c'était une magnifique illustration. Ah je sais que Fred, toi, t'as tenu plus à cœur. Hein. Ah bah, moi en fait ça a été mon épreuve préférée parce qu'en fait le dessin est très tarabiscoté. En fait il y a tout un historique. En fait il y a 4 sages qui sont déjà là et eux ils ont pas réussi. Donc c'est marrant parce que comme le dessin d'avant il y a des espèces de médaillons dans les coins qui les représentent. Qui font de partie de la composition de l'image. Et bon, c'est vrai que c'est un dessin qui fait très, moi ça me fait penser à des dessins de l'enfance, ouais, dans les, et là l'espèce de tuyau tordu, là, j'ai trouvé ça, c'est comme une espèce de petit labyrinthe, j'ai trouvé ça génial. Donc en fait, ce qui est assez compliqué, donc c'est qu'il y a 8 vannes, et en dessous, donc, on nous dit que sur les 8 vannes, en fait, il y en a encore 3 qui sont ouvertes, mais on n'arrive pas à les terminer. Et en bas, en fait, que vous regardez, donc il y a 9 trous, et sur les 9 trous, il y en a 7 qui sont ouverts. Donc déjà, vous voyez un peu la complexité déjà du truc. C'est pas aussi simple qu'un tuyau relié. Sachant qu'en plus les tuyaux se croisent, des fois des vannes ont 2 arrivées, et après ça se recroise plus tard, des trucs qui débordent sur plusieurs. Donc tout ça fait qu'en fait, vous regardez. Et moi je pensais que j'avais trouvé les bons. Et en fait, en lisant la soluce, j'ai vu que j'étais pas d'accord avec Matt Bardigan. Et toi, si tu l'as fait, Xav, on peut peut-être comparer. T'as mis quelle vanne qui était fermée, si tu t'en souviens? 1, 7, 2. Alors moi j'ai mis 2, 4, 7. Donc tu vois, donc on a la 2 et la 7 en commun. La 2 et la 7 en commun. Et alors qu'en fait la 7 elle y est pas, c'est la 8 en fait. Si j'ai bien compris. Aïe. Ouais, donc comme quoi c'est pas si simple. Et puis la 5e épreuve, qui est, on peut dire, une des plus classiques histoires d'Heroic Fantasy. Donc voilà, on est dans l'antre du dragon de soufre, qui est bien sûr, je crois que c'est le dicton anglais, hein, qui est all is gold is not. C'est quoi déjà? All that glitters is not gold. Je crois que c'est ça l'expression Heroic Fantasy. En gros, tout ce qui brille n'est pas d'or, non, c'est pas ça? Tout ce qui brille n'est pas d'or, voilà. All that's gold is, ouais. All that glitters is not gold, bien sûr, comme quoi il y a un dragon qui se cache sous sa pile de pièces d'or et de trésors. Bon là, il dort au-dessus. On est classique dans le Smaug, si je me trompe pas sur la prononciation, non? The desolation of Smaug. J'en profite. Ouais. C'est terrible, hein, ouais. Smaug. Et voilà, donc ce qu'il faut faire, il faut compter les pièces pour pouvoir les récupérer. Alors, puzzle le plus simple possible, je dirais. Hein. Il suffit de compter visuellement. Il n'y a pas en fait de puzzle. C'est plus de la perception visuelle, c'est tout. Hein. C'est plutôt une question de méthode, parce que c'est vrai qu'il faut plutôt séparer l'image en plusieurs cadres pour pas perdre le fil. Mais une fois qu'on s'est fait ces zones, c'est assez simple. Et moi, j'étais content parce que pour une fois, la solution, j'ai le bon nombre. Qui est de... Ah, combien Combien de pièces, Fred? 102. 102. Oh merde, 100. Oh merde, il m'en manque 2. T'en as oublié 2. Et t'as vu le petit nain quand il tient une dans ses mains, un peu à l'écart, là? Oh, arrête. Oh, je l'ai pas vu, celle-là. Ah bah, déjà, il t'en manque une, tu vois. Bah, il m'en manque pas, il l'a volé, ok? D'accord? Fabien, je suis désolé de te relancer là-dedans, mais là, il va falloir que tu délivres les princes qui sont transformés en grenouilles. Oh là là, une belle illustration encore, hein, cette fois-ci. Hein. Donc c'est vraiment... franchement, bravo. Hein. Donc c'est en fait les adorateurs de la lune. Ils ont capturé les princes de la ville de Mouchetroy. Sur des drôles de noms, hein, Mouchetroy. Donc en fait, les princes sont torturés chaque nuit. Vous vous rendez compte? Alors, donc, les crapauds maléfiques gardent les princes et chaque grenouille doit sauter sur des dalles sans être attrapée par les crapauds. Alors, c'est comme une espèce de jeu de loi sans en être, hein, en fait, évidemment. Hein, donc, c'est un puzzle classique, ça. Voilà. C'est un puzzle solitaire. En fait, on peut le jouer je crois que ça existe. C'était une planche en bois rectangulaire et en fait, on creusait des petits trous. Il y avait des blocs, hein, chacun. Oui. Et tu mettais des, comment ça s'appelle, les trucs de golf? Des tees. C'est ça où tu poses la balle. Ah oui, les tees. Et, t'avances les tees et il faut qu'ils sautent l'un sur l'autre pour qu'ils disparaissent. Et en fait, il faut que tu trouves le cheminement pour que tu puisses tous les enlever du tableau. Ou qu'il en reste plus qu'un, je crois, c'est ça, non? Voilà, il faut compter les sauts. Alors, franchement... la règle était pas claire parce qu'on savait pas s'ils pouvaient sauter d'une case ou la seule règle c'est où ils pouvaient sauter 4 cases d'affilée, ça c'était pas clair non plus. Mais bon. C'était pas clair non plus. En fait, le plus simple c'est de faire un plateau et puis prendre des petits pions et puis les déplacer, mais voilà, c'était ça, fallait faire sachant qu'on part d'une illustration, vous voyez de la difficulté déjà pour
Ouais. C'est- Et si vous connaissez le jeu, c'est encore facile en fait, c'est ça. Et tu sens que même en lisant les règles, là, je me suis dit bon, je sais absolument de quoi il parle, mais c'était. Alors je me demande si c'est pas un problème de traduction ou pas, mais ouais, c'était pas clair. Et malgré que je me suis dit bon, je vois ce qu'il faut faire quoi. Et après ça, il y a une magnifique illustration. Hein. On a donc une composition plus abstrait que réaliste, hein, comme les précédentes. On a les crapauds avec les crapauds guerriers, les crapauds princes ont des couronnes, les crapauds guerriers ont comme des armes dans leurs mains. Et dans cette illustration, il y a l'encadrement en fait des dalles d'une belle pièce, on dirait une fontaine, ou tu sais, on sent qu'on est dans un lieu d'importance. Et là, sur le marbre, sur la pierre, justement, est taillé comme décoration le fameux jeu de saut de crapaud. Et tout ça entouré bien sûr de fleurs ou de flore qui on voit souvent dans les fontaines ou dans les lacs. C'est du lierre. Du lierre, ouais. Donc c'est vraiment moi encore une fois les gars, c'est vrai que je me répète un petit peu sur chaque illustration, mais j'étais épaté à chaque fois du boulot qui a été fait. Hein. C'était vraiment impressionnant et magnifique. Là, il y a une belle inspiration, franchement. C'est très très beau. Fred, la pierre royale du Minotaure. Ouais, alors là, ce qui est bien dans cette épreuve-là, c'est qu'il semblerait qu'il y ait deux façons de la résoudre. Parce qu'en fait, donc vous l'avez déjà dit, des fois dans le cadre des pages, souvent là où il y a les textes, pas il y a les dessins, mais en fait il y a des nombres qui sont inscrits. Et donc là, il y a une nouveauté. Là, on a le texte donc qui nous explique l'épreuve. Et là, en fait, il y a un globe vert qui apparaît où il y a des chiffres dedans. Il nous dit qu'en fait, faut repérer ces globes dans l'aventure et ça nous donnera un indice pour le labyrinthe. Donc là, il y en a un qui est indiqué, c'est 4. Et je crois qu'il y en a 4 autres qui se baladent. Et donc, sachant que des entrées de labyrinthe, on en a 4 aussi. Donc en fait, le principe, c'est d'essayer de déduire un peu l'entrée du labyrinthe en procédant par élimination. Donc après, il semblerait que là, il y a une coquille, parce qu'en fait, dans la solution, il dit que le mec, en fait, il reste encore 2 solutions, qu'on a trouvé les 4 globes. Quand Matt Martigan parle de la solution, il nous a dit qu'on faut trouver dans les 4 globes, on peut éliminer, qu'on s'élimine que 2 entrées. Donc il reste toujours 2 entrées à faire. Et moi, en fait, j'avais les globes verts, ça m'avait saoulé. Je me suis dit, tiens, il y a un labyrinthe, ils ont dessiné un labyrinthe, c'est pas pour rien. Donc je me dis, en résolvant le labyrinthe, j'aurai la solution. J'ai fait comme toi avec les poulies, je suis parti de la fin, du centre, et j'ai remonté les chemins qui étaient pas fermés. En fait, ça m'a donné accès à une seule sortie, qui était la numéro 5. Ben non, félicitations, t'as trouvé le chemin. J'avoue, c'était assez galère, parce que le labyrinthe, franchement, il est tortueux, hein. C'est pas un labyrinthe qu'on pourrait croire. En fait, là, c'est une espèce de cercle concentrique traversé par un treillis de triangles, ce qui fait qu'en fait, et puis les cercles concentriques, il y en a 5. Il fait que tout ça, en fait, ça peut assez vite tourner en rond ou faire des détours ou bien des grandes lignes droites. Et en fait, il est assez bien fait. Franchement, pour moi, entre faire ça, les tuyaux, après faire un labyrinthe comme ça, faire des beaux visuels avec le crapaud, il avait un sacré talent, Stephen. Donc c'est vrai que c'est dessin jeunesse, c'était vachement bien, quoi. Et là, ouais, le labyrinthe, donc on peut le résoudre à la main, entre guillemets, quoi. Et ça nous amène à une autre épreuve. Alors là, je l'ai pas réussi, celle-ci. Je suis resté dans la soirée, peut-être au moins une demi-heure, 1 heure, je dirais même, le temps, je m'en rendais pas compte. Mais c'est l'impression que j'avais. L'anneau tintant. Alors Fabien, tu l'as trouvé, toi ? Oh bah non, tu penses. Donc non, c'est impossible. Donc oui, en fait, c'est un anneau qu'on doit retrouver dans une pièce, en fait, une pièce d'un laboratoire, en fait, d'un nécromancien qui est décédé. Donc alors il y a plein d'objets partout qu'on trouve. Hein. Donc on a même des crânes, des fioles, des potions. Donc il faut vraiment chercher partout. Moi j'ai pas trouvé. Vous avez trouvé ? C'est Fred, j'ai demandé parce que je lui ai dit, mec, est-ce que t'as trouvé l'anneau ? Et Fred, bien sûr, tu l'as trouvé, toi ? Ouais, j'ai trouvé, grâce un peu à la fonction zoom pour le scan, là. Mais en fin de compte, moi, celui-ci, comme tout le monde, j'ai fait. En plus, il nous demande en fait pourquoi on doit trouver l'anneau, parce que quand on l'aura trouvé, il faut compter le nombre de diamants qu'il y a dessus. Donc en fait, ce qu'on fait on nous dit oui, il est bien caché. Hein. On nous dit l'anneau, faut trouver un diamant. Donc on cherche une espèce de pierre précieuse, quelque chose qui brille dans le dessin. Et là, il y a rien. Donc en fait, la petite subtilité, c'est qu'en fait, un anneau, c'est une forme quoi ? C'est une forme cylindrique. Et si on regarde bien dans le dessin, en fait, il y a une forme cylindrique qui est plus qu'un cylindre, et qui est l'anneau, en fait, qui est très bien dissimulé, qui passe en fait pour une forme naturelle, mais en fait c'est l'anneau. Et donc, si tu veux savoir, si t'as le dessin devant toi, Fabien, je peux t'indiquer. Dis-le moi, je suis curieux de savoir, ouais. Donc il y a un porte-éprouvette là sur son bureau. D'accord. Et donc tu vois, il y a plusieurs fioles. Si tu vas tout en haut à droite du porte-éprouvette, t'as l'anneau.
Le dernier trou, en fait, le trou le plus élevé de Porte-Éprouette par rapport à notre point Oh de vue. là là, d'accord, oh là là. En fait, qui se camoufle avec les trous du porte-éprouvette, quoi. Et le piège, justement, c'est qu'ils disent dans le plus, c'est de compter combien de diamants y a-t-il sur l'anneau, mais il n'y a pas de diamant. Il n'y a pas de diamant, donc en fait, là, la réponse, c'est 0. C'est la réponse est 0, ouais. Quel piège, hein, c'est incroyable. Hein, donc, Après ça nous amène donc à la 9e épreuve, qui découvre la cachette d'Oscar le roi. Alors, Oscar, c'est un traître, un roi traître, et pendant la guerre des 4 royaumes, il massacra sans pitié plein d'innocents et se proclama lui-même roi. Mais ça ne se passe pas comme prévu et il s'enfuit avec sa femme. Donc voilà, à l'aide d'une carte, il faut faire des déductions et essayer de retrouver sa trace par rapport aux dit-on ou aux observations des gens du village. Donc on a une belle carte avec des petites illustrations de village. En fait, ça me fait penser, c'est classique des cartes de voyage rapide dans les jeux vidéo. Hein. On a les petites villes qui sont représentées par le bâtiment le plus important. On a un manoir, il y a une église, une chapelle, plusieurs villages, et donc voilà, on a plein d'observations des gens qui nous disent « Ah oui, je l'ai vu avec sa femme se rejoindre à l'église, ils sont partis le matin ici et là », donc par déduction, il faut justement trouver où est-ce qu'ils se cachaient, où est-ce qu'ils sont, où quand on arrive pour les retrouver, quoi, la cachette du roi Oscar. Fred, je crois que tu l'as réussi, celle-ci, toi. Non, en fait, celle-ci, j'ai pas du tout compris la logique. Et en fait, c'est vrai qu'on est habitué aux énigmes visuelles. En fait, cette énigme-là, elle est visuelle, mais en fait, elle est aussi avec des jeux de mots qui est dans le texte. En fait, le texte, dans le texte que vous avez lu avant, ça vous parle d'un espèce d'univers qui peut tout d'un coup faire un tilt et vous aider à comprendre où est-ce qu'il est parti. Moi, franchement, j'avais pas du tout compris la logique de ce jeu-là, donc j'ai mis une réponse, mais qui s'avérait fausse. Mais en fin de compte, pas comment dire, en fait, oui, il y a tout un vocabulaire qui est tourné autour d'un jeu, et en fait, quand on a ce mot-là, on se rend compte que en fait, oui, c'est assez facile de savoir où il est, sachant aussi qu'il y a un anagramme de son nom qui est caché quelque part. Donc, ouais. Donc voilà, donc avec l'anagramme et ce vocabulaire, en fin de compte, après, ça devient assez évident. Voilà. Donc c'est impressionnant, ouais. C'est toujours facile a posteriori, mais sur le coup, en fait, quand on est tellement habitué à des énigmes visuelles, on fait plus trop attention au texte d'avant, et en fin de compte, dans ce livre-là, tout le texte toutes les indications qu'on vous a dit, des fois qui vous paraissaient un peu longs, vous a parlé de tel chevalier, il a fait ci, il a fait ça, mais en fin de compte, tout ce qu'on vous indique, ça va vous servir. Et c'est pour ça, en fait, il faut faire attention à tout. Et donc, vous avez été habitué à des énigmes visuelles, et là, on passe un peu à une espèce de jeu de mots, donc voilà, on passe à un nouveau niveau encore, et moi, oui, j'avais pas compris comment ça marchait, tout simplement, quoi. Et puis, si vous croyez que ça, c'était assez difficile, tiens, la 10e épreuve, Fabien. Donc la 10e épreuve, en fait, il faut trouver le trésor et la croix d'or. Donc c'est comme l'épreuve précédente, c'est encore une carte. Hein, donc évidemment, j'ai pas trouvé. Donc il faut trouver la croix d'or d'un valeureux officier. Alors la croix et le trésor, ils étaient destinés au peuple de Faux-Retagne. Alors non, moi franchement, j'ai eu beau chercher, à pas regarder l'illustration, c'est tout ce que j'ai pu faire dans cette énigme. Hein. En fait, il y a une charade en fait. Ouais, il y a une charade en fait, voilà, d'où on retrouve l'origine sur la carte où il faut commencer, et en fait ça nous amène en fait on fait une déduction par rapport visuel, par rapport à ce qu'on retrouve, qui est la charade en fait est basée sur les arbres qui sont présents. Oui, en fait, on aura de toute façon la réponse est toujours un chiffre. En fait, le chiffre, ça sera le nombre d'arbres qui entourent l'arbre le plus grand qui est le proche de la cachette. Donc forcément, des arbres dans la truc, vous en avez partout. Il y en a jamais le même nombre autour, donc vous êtes obligé de trouver. Mais en fait, c'est assez simple. La seule difficulté, en fait, c'est assez simple. En fait, le plus difficile, c'est le départ, c'est le début d'énigme, c'est trouver celui qui se cache à demi. Alors déjà, moi, en lisant la solution, j'étais pas forcément d'accord avec lui. Et comme il a la solution finale qui est bonne, donc il doit avoir raison. Parce qu'en fait, on n'a pas parlé, mais donc on a une carte avec différents édifices. Il y en a un qui est assez reconnaissable, qui est une espèce de tour tout en longueur isolée. Et en fait, à côté, on a un dessin où il y a nous le chevalier sur le pont, un pont qui traverse un petit cours d'eau. Il y a cet édifice-là, et il y a une espèce de fantôme au bord de l'eau, qui est un peu évanescent, donc qui est un peu disparu, entre guillemets. Puis à moitié là, en fait. Ouais, on voit sa réflexion à moitié dans le fleuve. Voilà, donc moi je pensais qu'en fait c'était ça le début de l'énigme. Il disait trouve celui qui se cache à demi. En regardant le dessin, tu pouvais voir sur la carte où est-ce que t'étais en fait, et partir de là peut-être. Mais lui, c'est le début en fait, pour l'énigme, de trouver le trésor. Ouais. C'est l'illustration justement qui est présente devant nous, qu'on n'interprète pas comme comme la localisation du début de la quête, quoi. Alors je sais pas, dans la solution, en fait, ça serait par rapport aux tâches qu'il y a sur la carte. Donc je sais pas trop là, mais bon. Après donc en fait, vous choisissez un point de départ.
Et après, vous devez suivre le pont. Dès que vous trouvez un fleuve, faut le remonter. Dès qu'il y a une ligne droite entre deux bâtiments, oui, bon là, c'est un peu un truc comme ça. Donc ça vous fait plusieurs choix. Et puis après, vous avez un buisson. Et dans ce buisson-là, dès qu'il y a des arbres à côté, il faut compter. Il y a un grand arbre qui dépasse tout le temps quand il y a un amas d'arbres. Il faut compter le nombre de petits arbres autour du grand. Et là, vous avez la réponse chiffrée. Et donc bingo. voilà. Franchement, celle-ci était pas palpitante. Moi, je trouve que c'est la moins bien, en fait, presque. Je trouve que... Puis là, ouais, non, autant celle d'avant, il y a une question de logique, tandis que là, ouais, c'est vraiment... tu choisis un point de départ, quoi. Et puis après, tu sais pas si c'est le bon pas, puis tant pis. Et puis Fred, après cette quête de trésor, tu te retrouves dans une, on peut dire un donjon ou une grotte où se trouve Cassandra, notre dame de la cour, qui a été capturée et qui se fait torturer par des gremlins. Alors attention Fabien, tu nous dis que c'est Gizmo, mais non, Gizmo c'est le gentil, c'est pas un gremlin, c'est un mogwai. Ouais, voilà, oui, tout à fait. C'est un mogwai. C'est un mogwai. Alors vous vous souvenez des noms des gremlins ou pas, au moins ou le chef? Merde, le chef avec sa crête. Avec sa mèche, là, ouais, sa mèche blanche, là. Ouais. Alors, Spike. Oh là là. Spike. Tout le monde se souvient de l'autre qui se transforme en araignée dans Gremlins 2, ou l'intello, celui qui devient scientifique, qui cause comme un humain. Mais Fred, si tu me parles un petit peu de la bonne clé de la tour, parce que ça c'est une magnifique épreuve. Toi aussi Fabien, tu l'as réussi celle-ci? Oh bah ouais, tu penses. Non. Bah non, hein. Donc, non, Ah mince. Là je me suis dit quand même, là c'était chouette comme puzzle. Ah bon? Parce que moi, celle-ci, j'ai pas compris, je me suis pas attardé justement, parce que... Bah non. Bon. Parce que par exemple... Bah écoute, ouais. Juste une question, vas-y, décris-la et moi j'aurai une question, vas-y. Ouais, en fait, donc on a une belle illustration d'une dame qui est enfermée dans une cellule et on voit en fait il y a un zoom en fait sur le cadenas de la cellule où on voit l'intérieur du cadenas, donc le type de clé qu'il faut si on tourne voilà dans le sens des aiguilles d'une montre, la clé à l'intérieur du cadenas. Donc on va vous trouver une clé qui passe à travers le cadenas, donc un petit peu, c'est comme un petit, je sais pas comment expliquer, c'est comme une clé quoi. Il faut que la clé soit coupée, taillée de la façon dont le cadenas est à l'intérieur. Donc pour ça, il faut trouver des clés. Il y a plein de clés sur les illustrations, mais si vous étiez observateur dans les précédentes épreuves, dans les 10 dernières précédentes épreuves, il y avait plein de clés qui se cachaient partout. Donc la clé qu'il faut n'est pas celle qui se trouve dans cette illustration-là, elle se cache dans une autre illustration. Mais alors moi j'ai une question là, là l'espèce de loupe là qui te dit la forme de la clé, ça t'a vraiment aidé? Parce que pour moi les clés elles se ressemblent toutes, hein. Ou bien t'as un génie. Ah non, ça m'a aidé, ouais. Elles sont toutes un petit peu différentes, ouais. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier, en fait j'ai redessiné l'intérieur du cadenas, et après je dessinais chaque clé à côté, parce que c'était un petit dessin vite fait à faire. Ah, oui. Et puis ça m'a aidé à voir, il y en a que j'ai pas besoin de dessiner, j'ai dessiné ceux qui étaient un peu plus tordus. Mais après, voilà, tu trouves la bonne clé qui fait le tour de la porte et qui la libère, quoi. Et les clés ont toutes des numéros, ouais. D'accord, donc sachant que déjà dans le dessin, des clés, t'en as 4 ou 5, en plus il y en a qui sont cachés dans les bordures avec des numéros, et en fait dans le dessin où tu trouves une clé, en fait il y en a 2 ou 3, et sur les 3, il y en a 2 qui ont un numéro. Franchement, en plus moi j'ai trouvé que la forme, pour moi, elles étaient toutes pareilles, hein, franchement. Non, c'est un petit peu différent de chacune, c'est des petits détails, je t'admets que c'est franchement, à l'œil nu, j'ai pas de différence. Ouais. C'est difficulté Dark Souls, le puzzle là, si tu veux. En effet, il est pas facile. Mais c'est intéressant parce que c'est comme le type de ce jeu là, les 12 travaux de Tantalum nous oblige vraiment à payer attention aux illustrations. Je me rendais toujours compte qu'il y avait des clés dans les illustrations. Alors je me suis dit bon, c'est un symbole, tu sais, de sémiologique hein, par rapport aux œuvres. C'est des puces, il faut des clés, ça ouvre des portes. Et après t'arrives sur Salty, je me dis ah ok, attends. Connaissant le jeu, je suis sûr que la clé n'est même pas sur cette page. Et en effet, quoi, elle est sur une autre page. Mais en fait, moi, c'est cette espèce de zoom, là, justement, sur la mécanisme de serrure avec la forme qui m'a intrigué, mais qui m'a pas aidé, en fait. Je me suis dit que c'était important, mais en fait, j'ai pas su le déchiffrer parce que pour moi, en regardant vite fait, je me suis dit, mais toutes les clés, elles se ressemblent, et puis en plus, je serais incapable de reconnaître ce qui va là-dedans par rapport à n'importe quelle clé qui est dessinée. Donc je me suis dit, non, moi, ça doit pas être ça doit être autre chose. Vous inquiétez pas, les gars, si vous faites attraper par Spike, je viendrai vous libérer. Ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Et puis ça nous amène vers la dernière quête. Hein. Bon, bien sûr, il y en aura encore une. Fabien, je te la laisse, la dernière des dernières. Oui, ouais. Le meilleur pour on la va plus fin. t'appeler. On va pas t'appeler Fabien, on va t'appeler Steve Austin dans ce cas-là. Hein. Oh là là.
Mais la 12e, en fait, voilà, c'est la malédiction de la Gorgogne. Alors, avant qu'on s'enregistre, là, tout à l'heure, c'est marrant parce que Fred, on en parlait. C'est tellement que ça nous a intrigués. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On se retrouve face à la Gorgogne, et donc, l'histoire nous dit déjà, voilà, on a réussi à la tuer, à récupérer des fioles de guérison, en fait, de son pouvoir de transformer les hommes et les guerriers en statues. Et première chose qui humanise notre personnage dans l'histoire, c'est qu'on trébuche et on fait tomber quasiment toutes les potions. Sauf une. Donc génial, on se rend compte que non seulement notre mission est difficile, mais notre mec il fait une erreur les plus graves avec des objets qui sont les plus précieux pour sauver des vies. Donc voilà, il nous reste une fiole et il faut ramener donc un chevalier, le chevalier Viseur de Ramière. Sacré nom encore une fois. Et donc pour le trouver, c'est plus difficile que l'on le croit, parce qu'on se dit c'est un chevalier, ok. On a plein de mecs là, il y en a un cheval, un avec une couronne, un avec un bouclier, et je pensais l'avoir trouvé, parce que dans la première page de l'histoire de Tantalus, où on résume un peu l'univers, on décrit chaque personnage. Et il y avait une description du chevalier de Viseur de Ramière qui disait que c'était aussi un seigneur, et c'était un chevalier avec une très longue barbe, et dedans on a un homme qui a un peu une tenue de croisée, qui a une couronne sur la tête et une longue barbe, et je disais à Fred, c'est lui, c'est sûr, comme il a une couronne. Et Fred, qu'est-ce que tu m'as dit? Je te laisse expliquer aux auditeurs, mais t'avais, t'as détruit un petit peu mon analyse, ouais. Et tu l'as renforcé de complexité. En fait, là, j'avais pas le solution. Moi, j'avais bien vu qu'en fait, il y a un chevalier que j'avais déjà vu dans une illustration. Je me suis dit, tiens, ça doit être lui. En fait, là, j'étais arrivé à la deuxième épreuve, on pouvait plus. Je me suis dit, je vais le cocher lui. Plus le chiffre, il est caché, c'est pour nous faire chier, c'est lui. Et en fait, j'étais pas allé plus loin. Et donc, en fait, en lisant la soluce de Mad Matigan, merci encore à lui. En fait, lui, en fait, il dit qu'on vous disait que le texte est important. En fait, on a quelques indices qui sont disséminés dans l'aventure. Donc, lui, il nous a fait un petit résumé, ce qui est sympa. Donc, en fait, dans l'épreuve 5, on tombe sur un nain qui nous dit l'épreuve 5, c'était quoi déjà? C'est le trésor du dragon. Le nain, il nous apprend que le Viseur de Ramière est le frère jumeau du seigneur de la loupe, qui lui-même est parti dératiser Basro. Et Basro, souvenez-vous, c'était le lieu de la troisième épreuve avec les gorgones dans le marché. Et donc en fait, si vous retournez dans le dessin des gorgones, il y a effectivement un chevalier à cheval, et dans le fond, il y a un mec qui parle avec un marchand, et le mec il a une hache. Et donc en fait le deuxième indice qu'on a, c'est qu'en fait celui qu'on cherche, le Viseur de Ramière, il a une barbe, donc le chevalier a une moustache, et le mec à la hache a une barbe, donc en fait le chevalier de Ramière, c'est le bûcheron avec sa hache, quoi. Eh ben. Et sur la page de gauche en plus, où il est isolé par rapport aux autres qui sont tous soumis ensemble, donc encore là un autre piège. En fait, lui, il entoure le texte, et souvent l'épreuve se fait dans l'image suivante. Et là, dans l'image suivante, il y a beaucoup plus de personnages. En fait, non, la réponse était dans la page du texte avec lui et un autre chevalier, quoi. Donc tout ça, c'est pour vous embrouiller. Donc là, vous avez réussi les 12 épreuves. Donc là, faut faire la somme de tout ça. Ça vous donne un chiffre. Et là, qu'est-ce qui se passe, Fabien? Double combo. En fait, il y a une 13e énigme. Donc, il suffit pas d'avoir le chiffre. En fait, alors j'espère que vous avez des yeux, pour lire minuscules, des lettres microscopiques. En fait, il faut déchiffrer je sais même pas, c'est une police d'écriture. Alors là, c'est moins 60 en police d'écriture, non, je sais pas, donc... Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont écrit un texte qui est ultra petit sur des petits cubes qui représentent des chiffres, parce qu'il faut en choisir un. Mais les gars, je crois qu'il y a un problème, parce que nous, on a deux versions là. On a des versions scannées et on a aussi une version imprimée. On a le magazine lui-même, ce volume 2 de Piranha. Même le volume 2 de Piranha en physique, avec une loupe, c'est impossible. Et dans les scans, on n'y arrive pas du tout. Ah non, c'est vraiment impossible. Même j'ai essayé avec une loupe de couturier en fait. Et malgré ça, la loupe est très puissante. On ne voit quasi rien du tout. Tout ce qu'on arrive à... Est-ce que c'est pas qu'on le voit, mais en fait, à cause du DPI, de l'impression des journaux, qui est souvent, je sais pas, je pense que pour la couleur, là, c'est du 150, 300, et même, vu la qualité des illustrations. Mais le problème, c'est que la typo est tellement petite qu'elle est insolide, en fait. Elle se réduit en petits grumeaux, que même si on a une loupe microscopique, les détails sont complètement perdus à cause de leur résolution. Ah ouais, franchement, on voit rien, on voit vraiment rien. Je sais pas, je comprends pas.
comprends pas qu'on puisse faire une énigme comme ça aussi dure. Hein, donc, Moi, je pense qu'il y a une erreur d'impression, ou peut-être c'est une traduction, parce que tu sais, on a la version française, peut-être qu'il y a une erreur dans la traduction, ils ont réécrit en français l'énigme, mais ils se sont trompés, quoi, ils l'ont fait trop petite. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment pas, c'est pas agréable. On prend pas de plaisir en tout cas, à résoudre la solution, la dernière énigme. Non, bah, c'est quand même, elle est impossible. Qu'est-ce que nous dit Matt Martigan, Fred? Bon, en fait, donc, quand vous avez trouvé donc ce premier cube avec le résultat mathématique de 12 épreuves, en fait, dans ce petit cube, vous déchiffrez la phrase qui vous emmène en fait à un autre cube qui est encore caché avec un autre chiffre dessus, qui vous emmène, je crois, il doit y avoir une succession de 4-5 cubes comme ça. Et en fait, vous apprenez que votre quête elle sera terminée que si vous trouvez l'épée du roi. Alors l'épée du roi, où est-ce qu'elle serait? Mais en fait, on parlait d'un dessin tout à l'heure, le dessin de la carte ou la carte au trésor. On disait qu'il y avait un dessin où il y avait un chevalier au bord de l'eau. Et en fait, bah, si vous regardez bien son épée, et ben en fait, il y a le dernier texte qui est écrit dessus, la dernière énigme en fait. Je sais pas si en fait, c'est très Pendragon, là, l'épée au bord de l'eau. Ouais. Et là, en fait, ouais, au début, tu la vois pas, puis quand tu zoomes dessus, ouais, tu peux effectivement la voir. Qu'en fait, toute la lame de l'épée, il y a un texte dessus. Et en fait, si je me souviens, ce qu'il raconte, oui, c'est qu'en fait, ton but, c'est de retrouver la couronne des rois. Et en fait, la dernière illustration de cette aventure-là, c'est un trône avec une couronne vide, un trône vide avec une couronne vide. Et en fait, il y a un texte qui est un peu énigmatique. Mais si t'es allé jusque là, en fait, tu comprends que c'est ta récompense, tandis que si tu l'avais juste fioté parce que tu t'es intéressé, en fait, t'as pas compris que t'avais déjà gagné l'aventure en allant à cette page-là, quoi. Et ça c'est bien fait parce que le texte il dit quoi exactement? Vaniteux et sots verront ici la fin de leur quête. Seul un véritable héros parviendra au but ultime. Donc tu sais que là, la couronne sur le trône. Ouais. Ah bah c'est bien, au moins là il y a une fin. Il y a vraiment une illustration, une jolie illustration qui montre bien la fin. On est dans une salle de trône. À travers la fenêtre, on voit l'horizon de notre précédente quête. Et d'ailleurs, t'as l'épée du roi et son emblème, le faucon, et qui est reproduit donc dans l'image avec le sage, et son reflet, c'est un faucon dans la rivière aussi. Donc ouais. Tiens. Ouais, t'avais pas fait gaffe, non? Non, j'avais pas vu ça. Super, très beau détail. Ouais. Mais je serais curieux de savoir qui est-ce qui a réussi à finir complètement l'histoire, hein, parce que franchement. Les Britanniques qui sont allés au Games Workshop acheter la solution. Ça. Parce que Matt Martigan il dit que c'est au bout de 10 ans d'efforts, hein, donc tu imagines lui quand il l'a fini, lui il a rendu pleurer presque, il a dû en pleurer de joie presque, tu sais, il est vraiment une épreuve, quoi. Si Matt Martigan nous écoute là, Matt Martigan, est-ce que tu veux bien nous décrire parce que moi on a fait, Fabien, t'as fait la loupe de couture, moi j'ai fait le scan ultra détaillé, en fait j'ai aussi pris un scan que j'ai fait en 300 dpi pour être sûr, je n'y arrive pas. Matt Martigan, est-ce que tu veux bien nous dire si la version française est possible d'être déchiffrée ou pas? Mais pour nous, non, elle est pas possible, quoi. La typo, elle est trop petite, et elle est tellement petite qu'elle est déstructurée, comment dire, elle est perdue dans le mélange flou, quoi, elle est impossible à lire. C'est incroyable. Enfin... Ben voilà les gars, ça nous amène vers la conclusion de ce deuxième épisode de Piranha, hein, surtout les 12 travaux de Tantaloon. Une sacrée expérience, ou on peut dire même une épopée, hein, vraiment impressionnant, très belle histoire, magnifiques illustrations. Pour certains, je dirais entre parenthèses Fabien, ce fut une quête trop difficile, pour d'autres je dirais Fred, ce fut une quête que... Bravo Fred quand même, t'en as réussi pas mal, quoi. Non, j'en ai que 4 au final, hein. Là, ah bah. Comparé à moi, c'est rien, donc je crois que j'en ai eu 5. 4 ou 5 au même temps, ouais, pas beaucoup, quoi. L'anneau, j'ai pas réussi. Je sais que bravo là-dessus, toi. Hein. Très bien, très bien. Enfin, même moi maintenant, parce que je me rends compte que les gobelins, ils m'ont piqué 3 pièces d'or. T'aurais piqué 2. Piqué 2, ouais. Donc voilà, très très belle illustration. Si je pourrais dire, les gars, je trouve que si vous êtes maître du jeu, je trouve que ce livre, c'est une belle addition à votre collection de livres-jeux. Alors, comme source d'inspiration, je trouve que si on manque d'idées, on a besoin d'inspi, tu sais, de décoller un petit peu de l'univers, ou se rafraîchir les idées, même si on est écrivain. Je trouve que c'est un très beau livre qui coûte rien du tout sur eBay, hein. Franchement, même la version anglaise, si vous voulez. Juste pour voir ces belles illustrations qui voilà, nous fait imaginer, qui travaille justement l'imaginaire de voir quelque chose de vraiment très beau et qui est inspirant à créer des histoires. Donc j'ai trouvé que c'est une belle ressource de MJ, quoi. C'est une très 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 belle œuvre graphique. Vraiment jolie. Ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir accès aux 5 autres aventures. Moi, je suis curieux, du coup. Alors. Ah ouais, beaucoup, là, ça donne envie de voir justement ce qui se passe. Il y a un album français qui est sorti en 86, on va peut-être le retrouver, ce truc-là, c'est jamais. Il faudrait connaître le titre.
Ouais, ça tient bien en solo en fait, ça tient très très bien. Je veux dire, Steve Jackson là, il se lance dans un truc un petit peu différent de ce qu'il faisait dans les livres-jeux, mais on voit beaucoup de liens. Tu vois, tu me parles de la couronne des rois, Fred, encore une fois, sorcellerie, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est marrant. Ouais. Bah en tout cas, beau boulot tout le monde les gars, c'était vraiment chouette. Et puis bah voilà, on se quitte sur ce deuxième épisode de la mini-série Piranha. Et puis on se quitte sur un morceau. Qu'est-ce qu'on a dans les bacs, Fred? T'as un truc là? Alors là, moi, je prends le relais au prochain numéro, mais je crois que tu nous as sorti une perle qui s'appelle Cheap Trick, Reach Out. Allez, on Reach Out. Reach Out. Ouais, plus, un morceau. voilà, un morceau du bah voilà du film d'animation Heavy Metal, et on va vous proposer voilà Cheap Trick Reach Out. Allez les gars, c'est un plaisir, hein. Fabien, Fred, je vous dis à bientôt pour le troisième. Bientôt. À 3 pour le troisième. Ciao.